Ma tante a tenté de voler l'alliance de ma mère décédée pendant la veillée funéraire, puis a retenu ses cendres en otage contre 50 000 $. Quand je l'ai supplié de ne pas les jeter, elle m'a envoyé une photo au-dessus de la baignoire en disant « Tu aurais dû y penser avant de tout prendre ». Je suis resté figé, les yeux rivés sur mon téléphone. C'était il y a 2 ans. Hier, elle a vu quelque chose sur son écran, est devenue complètement immobile et n'a pas mangé depuis. Le matin de l'enterrement de ma mère, je croyais avoir déjà vécu le pire jour de ma vie, mais ma tante Linda, complètement déconnectée de la réalité, avait d'autres plans. Je ne l'avais pas vue depuis plus de 10 ans. Elle avait coupé les ponts avec notre famille après que ma mère a refusé de co-signer un prêt pour sa 3e entreprise ratée. Et pourtant, elle était là, poussant les proches en deuil pour se précipiter vers le cercueil. Au début, j'ai cru qu'elle voulait simplement dire au revoir. Soit. Quand j'ai vu les larmes dans ses yeux, j'ai pris doucement sa main. Et quand elle l'a immédiatement retirée, j'ai décidé de simplement la surveiller pour m'assurer qu'elle allait bien. C'est là que je l'ai vue. Pendant que tout le monde avait le dos tourné, elle essayait de tirer sur l'alliance de ma mère. Elle a regardé autour d'elle pour s'assurer que personne ne la voyait, puis nos regards se sont croisés. Et au lieu de sourire timidement ou de faire semblant d'être innocente, elle affichait un immense sourire narquois. Je la mérite. Elle me l'a promise quand on était petite, a-t-elle murmuré. J'ai essayé de rester calme et de lui demander d'arrêter, mais Linda ne voulait rien entendre. C'est ma sœur. J'ai droit à quelque chose. À ce moment-là, elle criait à plein poumon. La pièce est devenue silencieuse. Mes enfants ont commencé à pleurer. Mon mari s'est levé pour intervenir, mais je lui ai fait signe de ne pas bouger. Parce que même à ce moment-là, alors que je voyais quelqu'un essayer littéralement de voler le corps de ma mère, je me suis souvenu de ce que maman disait toujours, « Tuez-les avec gentillesse, ma chérie. » Ça fait plus mal que la colère. Alors au lieu de crier ou d'appeler la sécurité, je suis sorti calmement et j'ai pris ma voiture. Je pensais qu'elle se calmerait d'ici le lendemain. Alors, quand j'ai frappé à sa porte avec une petite boîte en velours, j'avais bon espoir que tout s'arrangerait. « Tiens », ai-je dit doucement, en pressant la boîte dans ses mains tremblantes. Maman gardait ses bijoux fantaisie. Je pense qu'elle aurait voulu que tu aies un souvenir d'elle. Linda a arraché la boîte et m'a claqué la porte au nez sans dire un mot. Je croyais que ça s'arrêterait là. J'avais tout faux. 3 heures plus tard, alors que j'allais me coucher, mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt. Linda avait pris en photo les bijoux fantaisie et les avait publiés sur son compte Facebook privé. Ma nièce égoïste garde les vrais diamants et me donne de la camelote. Elle a sûrement déjà tout vendu. Les commentaires affluaient, des parents lointains la croyaient, m'accusaient d'être avare, égoïste, voleuse. Mais rien de tout cela ne comptait pour moi, parce que tout ce à quoi je pensais, c'était que ma mère était morte. J'ai éteint mon téléphone, mis mes enfants au lit, puis pleuré jusqu'à m'endormir. Après 2 semaines à ignorer toute ma famille, ils ont fini par cesser de m'écrire. J'étais assez naïve pour croire que Linda était passée à autre chose, jusqu'au jour où je suis rentré du groupe de soutien au deuil. En cherchant mes clés, j'ai trouvé la porte un peu trop facile à ouvrir. Et dès que je suis entré, j'ai compris pourquoi. La maison avait été saccagée. Le buffet de maman était vide. Les albums photos éparpillés partout. Mais le pire restait à venir. Nous avions fait incinérer maman, et gardions une partie de ses cendres dans une belle urne sur la cheminée, un moyen de la garder près de nous pendant notre deuil. Et maintenant, elle avait disparu. À sa place, un mot, je sais que tu as caché les vrais objets de valeur quelque part. La bague de grand-mère, les bijoux, l'argent. Tu as 48 heures pour me donner ce qui me revient, sinon tu ne reverras jamais ces cendres. Je suis tombé à genoux. À ce moment-là, j'ai compris que la gentillesse était perdue pour certaines personnes et que j'allais devenir son pire cauchemar. J'ai immédiatement appelé Linda, mais elle n'a pas répondu. 4 sonneries, puis la messagerie. Le même message depuis des années, vous êtes bien chez Linda. Je suis probablement occupé à faire de l'argent. Laissez un message. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à taper. Je lui ai envoyé un texto pour lui dire que je lui donnerais tout ce qu'elle voulait si elle me rendait les cendres. Que je vendrais ma voiture, prendrais un prêt, n'importe quoi. Ces cendres, c'était tout ce qu'il me restait de maman. 5 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Elle voulait 50 000 $, ou elle jetait les cendres dans les toilettes. Elle a même envoyé une photo de l'urne posée sur le rebord de la baignoire, couvercle déjà enlevé. Je fixais le message, sous le choc. Je n'avais pas cet argent. Personne dans notre famille ne l'avait. Nous étions des gens ordinaires avec des emplois ordinaires et des factures ordinaires. Maman était enseignante. Papa avait travaillé à l'usine jusqu'à sa mort il y a 5 ans. Il n'y avait pas de fortune secrète, aucun trésor caché, juste une maison modeste, quelques bons d'épargne et une vie pleine de souvenirs. J'ai appelé mon cousin Jordan, qui était très proche de maman. C'était l'un des rares à ne pas avoir commenté les publications de Linda. Peut-être qu'il pourrait lui faire entendre raison. Il a accepté de la rencontrer le lendemain, a dit qu'il essaierait de lui faire comprendre. J'ai passé la nuit à faire les 100 pas dans le salon, usant presque le tapis que maman avait choisi l'année dernière. Mon mari Kyle a essayé de me réconforter,
Mais je ne pouvais pas rester en place. Les enfants n'arrêtaient pas de me demander où était passée l'urne de grand-mère. Je leur ai dit qu'on la faisait nettoyer, me détestant pour ce mensonge, mais incapable de leur expliquer que leur grande-tante retenait leur grand-mère en otage. Jordan m'a appelé le lendemain matin. Sa voix sonnait bizarrement, tendue d'une manière que je ne lui connaissais pas. Il a dit que Linda lui avait montré des documents prouvant que maman lui avait promis la maison et tous ses biens. Des papiers officiels avec des signatures et des dates. Je lui ai dit que c'était impossible. Maman n'aurait jamais fait ça sans m'en parler. Elle était méticuleuse concernant son testament, on l'avait relu ensemble plusieurs fois. Mais Jordan disait que les papiers semblaient vrais. Il pensait que je devrais peut-être donner quelque chose de significatif à Linda pour que tout s'arrête. Je n'en revenais pas, Jordan me connaissait depuis qu'on était enfant. On avait grandi ensemble, assisté au mariage de l'un et de l'autre, fêté nos enfants ensemble. Et maintenant, il prenait son parti. C'est là que j'ai compris que Linda jouait un jeu bien plus vaste que je ne le pensais. Elle ne voulait pas juste de l'argent. Elle essayait de retourner toute la famille contre moi, de m'isoler, de faire de moi la méchante dans l'histoire qu'elle écrivait, et elle utilisait les cendres de ma mère comme monnaie d'échange. J'ai découvert qu'elle manipulait lentement toute la famille élargie en partageant des captures d'écran de nos conversations, soigneusement éditées. Elle effaçait certains passages pour faire croire que je prévoyais de couper tout le monde de l'héritage. Elle avait pris un message où j'avais écrit « Je dois passer en revue les affaires de maman avec soin » et l'avait modifié pour qu'il dise « Je dois cacher les affaires de maman avec soin ». Un autre où je disais « L'avocat de la succession a dit que tout était en ordre » est devenu « L'avocat de la succession a dit que tout m'appartenait maintenant ». Elle avait même trafiqué les horodatage pour faire croire que je complotais déjà alors que maman était encore en vie, créant un récit dans lequel j'attendais impatiemment de pouvoir m'approprier mon héritage. Mon propre frère, Thomas, a commencé à se demander si je cachais des biens. Il m'a appelé cet après-midi-là pendant que je tentais de nettoyer le chaos que Linda avait laissé chez moi. Sa voix était froide, empreinte d'un soupçon qui m'a brisé le cœur. Il m'a demandé si c'était vrai que j'avais déjà vendu la collection de bijoux de maman. Je lui ai répondu que maman n'avait pas de collection de bijoux, juste quelques bijoux fantaisie et son alliance, mais il ne m'a pas cru. Linda lui avait bourré le crâne avec des histoires de coffres-forts secrets et de biens cachés. Elle lui avait parlé d'un supposé collier de diamants que maman aurait hérité de notre grand-mère, avec de faux détails sur son estimation de valeur et une prétendue vente à un acheteur privé le jour après les funérailles. C'est là que j'ai découvert que Linda fouillait dans le box de stockage de maman. Elle avait encore une copie de la clé depuis des années, à l'époque où maman l'avait laissé y entreposer quelques cartons lors d'un déménagement. Le centre de stockage m'a appelé pour me signaler que quelqu'un accédait au box à des heures étranges. Le gérant, un homme âgé très gentil nommé Frank, m'a dit qu'il avait vu quelqu'un correspondant à la description de Linda charger des cartons dans une voiture en pleine nuit. Quand je suis allé sur place, la moitié des affaires de maman avaient disparu. Ses décorations de Noël, les boîtes de ses anciens carnets de notes d'institutrice, même la vieille machine à coudre héritée de grand-mère. Le box semblait saccagé, des cartons déchirés et des papiers éparpillés au sol. J'ai découvert qu'elle revendait tout sur Facebook Marketplace. Une amie de l'église de maman m'a envoyé des captures d'écran. Le sommet étoilé de notre sapin de Noël vintage était mis en vente pour 50 $. Ses prix pour les trophées d'enseignement ? 20 $. Même le kilt que maman avait cousu pour mon mariage était proposé, décrit comme une couverture artisanale vintage, idéale pour les collectionneurs. Chaque annonce me brisait un peu plus le cœur. Ce n'étaient pas de simples objets. C'étaient des morceaux de la vie de maman, des souvenirs qu'elle avait soigneusement conservés. Le sommet de sapin trônait sur notre arbre chaque Noël depuis ma naissance. Les récompenses d'enseignement représentaient 40 ans de dévouement à ses élèves. Je suis allé au box pour voir ce qu'il restait. En arrivant, j'ai vu la vieille Honda Civic déglinguée de Linda garée devant. Son pare-chocs arrière tenait avec du ruban adhésif, et la rouille rongeait les ailes. Elle chargeait des cartons dans son coffre. En me voyant, elle a saisi l'urne sur le siège passager et l'a brandie comme un bouclier. Elle m'a menacé de la jeter dans le lac voisin si je m'approchais. Ses yeux étaient fous, désespérés, d'une manière qui m'a effrayé. Ce n'était plus la tante qui me glissait des bonbons en cachette quand maman ne regardait pas. C'était quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Ses cheveux étaient sales, tombant en mèches grasses autour de son visage, et ses vêtements semblaient ne pas avoir été changés depuis des jours. Je suis resté dans ma voiture, mais j'ai discrètement lancé l'enregistrement vidéo sur mon téléphone. Je l'ai calé sur le tableau de bord, espérant que l'angle capterait tout. Linda délirait, parlant de promesses que maman lui aurait faites, m'accusant d'avoir volé son héritage, disant qu'elle méritait une compensation pour toutes les années où maman m'avait favorisé. Elle agitait l'urne en parlant, et je tressaillais à chaque mouvement, terrifié à l'idée qu'elle la fasse tomber. Les myosotis peints sur la céramique reflétaient la lumière de l'après-midi, un rappel cruel des fleurs préférées de maman. Elle disait que maman m'avait toujours aimé davantage parce que j'étais la fille parfaite, mariée, des enfants, une maison en banlieue. Tandis qu'elle, Linda, enchaînait les échecs professionnels et sentimentaux, moi je vivais une vie de rêve. Elle répétait que ce n'était pas juste que j'ai tout et elle rien. Sa voix se brisait, oscillant entre la rage et l'auto-apitoiement.
Puis elle est remontée dans sa voiture et est partie, toujours cramponnée à l'urne, me laissant tremblante dans mon siège. La semaine suivante, Linda a commencé à apparaître à l'école de mes enfants. Elle attendait dehors à l'heure de la sortie, portant des lunettes de soleil et une casquette comme une espionne de pacotille, et discutait avec d'autres parents. Elle leur disait que j'étais instable, que j'avais volé une femme mourante, que je n'étais pas digne de confiance. Elle abordait les mères sur le parking, entamant des conversations qui semblaient anodines avant de les orienter subtilement vers ses mensonges. Une mère que je connaissais bien a soudainement cessé de répondre à mes messages. Une autre a éloigné sa fille quand Emma a essayé de jouer avec elle à la récréation. L'école m'a appelé, préoccupée par ces accusations. La directrice, Madame Chen, a été très diplomate, mais je voyais bien son inquiétude. Elle s'est assise en face de moi dans son bureau, les mains jointes sur le bureau, pesant chacun de ses mots. Elle m'a dit que plusieurs parents avaient exprimé des inquiétudes concernant mon état mental et mes capacités parentales. Elle m'a suggéré de prendre un peu de recul sur les activités scolaires jusqu'à ce que la situation se calme. J'ai tenté de lui expliquer, mais comment dire à quelqu'un que sa tante retient les cendres de sa mère en otage? Même pour moi, ça sonnait comme de la folie. Ma fille Emma est rentrée à la maison en pleurs parce que d'autres enfants m'appelaient voleuse. Elle ne comprenait pas pourquoi ses amies étaient devenues méchantes, pourquoi leurs parents ne voulaient plus les laisser venir jouer à la maison. Elle m'a demandé si j'avais fait quelque chose de mal, si c'était pour ça que grand-mère était partie. Ethan était trop jeune pour comprendre, mais il sentait que quelque chose n'allait pas. Il devenait collant, me suivant partout comme s'il avait peur que je disparaisse. Il faisait des cauchemars, se réveillant en hurlant mon nom au milieu de la nuit. Kyle, lui, était furieux. Il voulait confronter Linda, peut-être même prévenir la police. Il tournait en rond dans notre chambre le soir, se passant les mains dans les cheveux, cherchant une solution, mais moi, j'avais peur qu'elle mette sa menace à exécution. Ces cendres étaient tout ce qu'il me restait. Je ne pouvais pas risquer de les perdre à jamais. Alors je lui ai dit d'attendre, que j'allais trouver une solution. Il n'aimait pas ça, mais il a respecté ma décision. Il passait ses soirées après le travail à essayer de réparer notre réputation, appelant d'autres parents, expliquant la situation à quiconque voulait bien écouter. Je l'entendais au téléphone, sa voix patiente mais tendue, répétant les mêmes explications encore et encore. Puis j'ai découvert que Linda utilisait l'ancien compte email de maman. Elle en avait encore le mot de passe depuis l'époque où elle l'avait aidé à le créer. Elle envoyait des messages aux amis de maman, prétendant que je l'avais maltraitée, négligée pendant sa maladie, et volée alors qu'elle était mourante. Les emails étaient détaillés, convaincants. Ils contenaient juste assez de vérité pour paraître crédibles. Oui, j'étais la mandataire légale de maman. Oui, j'avais géré ses finances dans ces derniers mois. Mais j'avais fait tout correctement, documenté chaque décision. Les emails déformaient les faits, ajoutant des détails fictifs selon lesquels je l'aurais forcée à signer des papiers, isolée de ses amis, voire privée de médicaments pour mieux la contrôler. Plusieurs amis de l'église de maman m'ont bloqué sur les réseaux sociaux. Des femmes qui me connaissaient depuis que j'étais enfant ne voulaient plus rien avoir à faire avec moi. Madame Patterson, qui avait été ma prof de catéchisme, m'a envoyé un message pour me dire qu'elle était déçue de moi. Monsieur Rodriguez, le meilleur ami de mon père, a dit à Kyle qu'il ne pouvait pas croire ce que j'avais fait. La communauté qui m'avait soutenu dans mon deuil est soudain devenue glaciale. Je les croisais à l'épicerie, et ils détournaient les yeux, faisant semblant de ne pas me voir. Linda a même déposé une réclamation auprès de l'avocat de la succession, affirmant qu'en tant que sœur de maman, elle avait droit à la moitié de tout. Elle avait falsifié un testament, un faux très convaincant, suffisamment officiel pour semer le doute. Mon avocat, Maître Brennan, m'a appelé, affolé. Il m'a dit qu'on allait devoir porter l'affaire devant le tribunal, que ça prendrait du temps et coûterait cher pour prouver que le testament était faux. Le document avait été artificiellement vieilli. Les signatures étaient soigneusement tracées, suffisamment bien pour passer une première inspection. J'ai dû engager mon propre avocat pour contester sa validité. Nous avons dû vider le compte d'épargne que Kyle et moi avions constitué pour les études des enfants. Les factures juridiques se sont accumulées. Chaque rendez-vous, chaque appel, chaque document examiné coûtait de l'argent que nous n'avions pas. Kyle a commencé à faire des heures supplémentaires pour couvrir les dépenses, rentrant épuisé et s'endormant sur le canapé avant le dîner. J'ai pris des heures en plus au travail, laissant les enfants avec des babysittés plus souvent que je ne l'aurais voulu. Le stress était en train de détruire notre famille. Kyle et moi nous sommes mis à nous disputer à propos de l'argent, de Linda, de la façon de gérer tout ça. Nous ne nous étions jamais disputés comme ça auparavant. Pas en 12 ans de mariage. On s'agaçait pour des broutilles, la pression était telle que même respirer devenait difficile. Pendant la médiation, Linda a apporté l'urne contenant les cendres de maman et l'a posée sur la table. Elle la touchait sans arrêt, traçant du doigt les myosotis peints, tapotant le couvercle. Chaque geste me faisait sursauter. Le médiateur, un homme blasé nommé Jeffrey, qui regardait sans cesse sa montre, ne comprenait pas pourquoi j'étais si émotive à propos d'une urne. Il essayait constamment de recentrer la discussion sur les aspects financiers, pendant que je regardais Linda manipuler nonchalamment les restes de ma mère comme s'ils n'étaient qu'une monnaie d'échange.
Elle s'était apprêtée pour l'occasion, vêtue d'un tailleur neuf et de bijoux visiblement coûteux. Je me suis demandé comment elle s'était offert tout ça, puis je me suis souvenu de toutes les affaires de maman qu'elle avait vendues. Elle avait probablement acheté cette tenue avec l'argent tiré des décorations de Noël de maman. Cette pensée m'a rendu malade. Elle parlait calmement, rationnellement, se faisant passer pour la sœur endeuillée à qui on avait volé son héritage légitime. Elle a même réussi à verser quelques larmes en parlant de combien maman lui manquait, tamponnant ses yeux avec un mouchoir qu'elle avait évidemment apporté. Mon avocat a tenté de souligner les incohérences dans son récit, mais Linda avait une réponse à tout. Elle affirmait que j'avais manipulé maman pendant ces derniers jours, que je l'avais convaincue de changer son testament, que j'avais caché des biens à la famille. Elle affirmait que maman montrait des signes de démence, que j'avais profité de sa confusion. Tout était faux, mais elle vendait bien son histoire. Le médiateur semblait la croire, suggérant qu'on pourrait peut-être trouver un compromis. Il a parlé d'harmonie familiale, de terrain d'entente, comme si tout cela n'était qu'un malentendu banal, et non du vol et du chantage. J'avais envie de hurler qu'il n'y avait rien à négocier. Le testament de maman était clair. Elle m'avait laissé la maison parce que j'étais celle qui s'était occupée d'elle. Elle m'avait laissé ses économies parce qu'elle savait que je les utiliserais sagement pour l'avenir de ses petits-enfants. Linda avait rayé maman de sa vie pendant 10 ans, n'apparaissant que lorsqu'elle avait besoin d'argent. Elle ne méritait rien. Mais je ne pouvais pas dire ça sans passer pour la nièce égoïste que Linda dépeignait. Et puis, les choses ont empiré. Linda a commencé à sortir avec le frère de mon ex-mari, Randy. J'avais été brièvement marié, au début de ma vingtaine, à un homme nommé Marcus. Une erreur vite corrigée, le mariage n'avait duré que 2 ans. Mais son frère Randy m'avait toujours mise mal à l'aise. Il avait une façon de se tenir trop près, de laisser son regard s'attarder trop longtemps. Et maintenant, il apparaissait aux événements familiaux avec Linda, chuchotant dans des coins, m'observant d'un œil calculateur. Ensemble, ils formaient un duo inquiétant, se nourrissant de leur amertume commune. Randy était resté proche de Marcus au fil des années, ce qui signifiait qu'il savait certaines choses sur ma situation financière après le divorce. Rien de dramatique, mais assez pour causer des problèmes. Il a dit à Linda exactement ce que j'avais sur mes comptes, quel était mon salaire, même combien de capital j'avais dans ma maison. Linda a utilisé ces informations pour dire à l'avocat de la succession ce que je pouvais soi-disant lui verser. Elle ne faisait plus de suppositions. Elle avait des données concrètes. Ses exigences sont devenues plus précises, plus ciblées, conçues pour nous nuire autant que possible. Mes enfants ont mentionné que tante Linda et tonton Randy passaient devant notre maison la nuit. Emma a vu leur voiture garée de l'autre côté de la rue quand elle s'est levée pour boire de l'eau. Elle a dit qu'ils restaient là, moteur éteint, à observer la maison. Ethan a affirmé les avoir vus dans le jardin un matin, mais je l'avais pris pour son imagination. Maintenant, je n'en étais plus si sûr. L'idée qu'il nous surveillait, repérait notre maison, me glaçait le sang. J'ai commencé à fermer tous les rideaux la nuit, à revérifier toutes les serrures. J'ai installé des caméras de sécurité le lendemain. Kyle m'a aidé à les placer pour couvrir toutes les entrées et l'arrière-cour. En moins d'une semaine, nous avions des images de Linda et Randy roulant lentement devant chez nous, s'arrêtant parfois pour prendre des photos. Une fois, Randy est même descendu de voiture pour faire le tour de la maison, tester le portail, examiner les fenêtres. J'ai sauvegardé toutes les vidéos, constituant un dossier de preuves. Les eurodatages montraient qu'il passait à toute heure, parfois plusieurs fois par jour. Le coup suivant de Linda, créer une cagnotte GoFundMe. Elle prétendait être la principale aidante de maman, laissée sans rien. La description était bouleversante, pleine de mensonges sur les sacrifices qu'elle aurait fait pour s'occuper de sa sœur mourante, seulement pour être déshéritée par une nièce avide. Elle avait joint des photos d'elle avec maman, datant d'années en arrière, donnant l'impression qu'elles avaient été proches récemment. Elle avait même posté une photo d'elle tenant l'urne, affirmant être la seule à pleurer sincèrement la disparition de maman. La photo était parfaitement mise en scène, Linda paraissait digne et endeuillée, l'urne doucement serrée dans ses bras. La collecte est devenue virale dans la communauté de maman. Ses anciens collègues de l'école ont donné généreusement. Des membres de l'église qui m'avaient bloqué sur les réseaux sociaux ont donné des centaines de dollars. En une semaine, Linda avait récolté 8 000 $ auprès de personnes qui pensaient aider une sœur en deuil trahi. Je regardais le compteur grimper avec un nœud dans l'estomac. Cet argent aurait pu aller au refuge pour femmes où maman faisait du bénévolat, ou au programme d'alphabétisation qu'elle avait fondé. Au lieu de ça, il finissait dans les poches de Linda. J'ai tenté de signaler la cagnotte comme frauduleuse, mais Linda avait été maligne. Rien de ce qu'elle avait écrit ne pouvait être prouvé comme faux. Elle avait suggéré des choses sans jamais les affirmer directement. Elle manipulait la vérité juste assez pour éviter les ennuis. La plateforme m'a répondu qu'elle ne pouvait pas la supprimer sans preuve concrète de fraude. Mes plaintes n'ont mené à rien. J'ai passé des heures à rédiger des rapports détaillés, à rassembler des preuves, pour ne recevoir que des réponses automatiques. C'est mon frère Thomas qui a fini par ouvrir les yeux quand Linda a fait une erreur. Lors d'un dîner de famille chez notre cousine Sarah, elle a évoqué les derniers instants de maman en mentionnant des détails que seule une personne présente sur les lieux aurait pu connaître.
Elle a décrit les lunettes de lecture posées sur la table de nuit, le livre que maman lisait, les rideaux tirés. Mais Linda n'avait jamais mis les pieds chez maman pendant sa maladie. Ces détails étaient trop précis, trop exacts pour être devinés. Après le dîner, Thomas m'a prise à part. Son visage était blême, ses mains tremblaient légèrement. Il s'est excusé d'avoir douté de moi, d'avoir cru aux mensonges de Linda. Il m'a dit qu'il avait commencé à remarquer d'autres incohérences dans ses récits, des horaires qui ne collaient pas, des détails qui changeaient selon les interlocuteurs. Il m'a demandé ce qu'il pouvait faire pour m'aider. J'ai failli éclater en larmes de soulagement. Enfin, quelqu'un dans ma famille me croyait. On s'est mis à chuchoter dans la cuisine de Sarah, comme des conspirateurs, pendant que le reste de la famille discutait au salon. On a commencé à chercher la vérité sur Linda ensemble. Thomas se souvenait que maman avait mentionné avoir vendu l'ancien chalet, celui où nos familles passaient les étés autrefois. Mais en vérifiant, il a découvert que la vente n'avait jamais été finalisée. Les papiers avaient été entamés mais jamais signés. Sur un pressentiment, on a pris la voiture pour aller voir le chalet un après-midi. Le trajet a ravivé des souvenirs d'enfance. Tous entassés dans le break de maman, chantant des chansons et jouant à des jeux de route. Le lieu semblait habité. Il y avait des traces de pneus fraîches dans l'allée en terre. Les fenêtres avaient de nouveaux rideaux. En regardant à travers, on a vu des affaires de Linda un peu partout. Elle vivait là sans payer de loyer depuis on ne savait combien de temps. Maman ne le savait sûrement pas, ou peut-être qu'elle savait et n'avait pas voulu affronter la situation. Quoi qu'il en soit, Linda squattait une propriété appartenant à la succession de maman. L'électricité fonctionnait, l'eau aussi. Elle s'y était installée confortablement. On a décidé de la confronter sur place. Le lendemain matin, Thomas et moi y sommes retournés en espérant la prendre par surprise. On l'a trouvée sur le porche, en train de trier des cartons contenant les affaires de maman, la vaisselle du buffet, les albums photos, même certains vêtements de maman étaient empilés autour d'elle. Elle a levé les yeux en entendant notre voiture, et son visage est passé par plusieurs expressions avant de s'arrêter sur la défiance. Elle portait un des pulls de maman. Le cardigan bleu que maman avait tricoté elle-même. Linda a essayé de retourner en courant dans le chalet, mais Thomas lui a bloqué le passage. Je suis resté concentré sur l'urne, posée sur une table pliante parmi les affaires de maman. Linda a vu où je regardais et s'est jetée dessus. Elle l'a saisie et l'a levée au-dessus de sa tête, menaçant de la fracasser au sol si nous ne partions pas immédiatement. Ses yeux étaient fous, désespérés comme un animal acculé. Des postillons sortaient de sa bouche pendant qu'elle hurlait sur nous. C'est alors qu'elle s'est mise à divaguer, criant qu'on l'avait tous trahi, que maman lui avait promis tout mais que la famille avait conspiré contre elle. Elle disait qu'elle méritait une compensation pour toute la douleur qu'on lui avait infligée. Les mots sortaient de plus en plus vite. Des années de ressentiment, de blessures imaginaires, déversées dans un flot toxique. Puis elle a commencé à reculer, l'urne toujours levée. Elle se dirigeait vers les marches du porche, probablement pour s'enfuir dans les bois derrière le chalet, mais Linda avait toujours été maladroite. Elle a raté la première marche, trébuchant en arrière. L'urne a volé de ses mains alors qu'elle tentait de se rattraper. Je l'ai regardée, horrifiée, décrire une arche au ralenti dans l'air. Elle s'est écrasée au sol dans un bruit sourd et déchirant, la céramique peinte se brisant en une douzaine de morceaux. Des cendres grises se sont répandues sur la terre, se mêlant à la poussière et aux feuilles mortes. Les myosotis peints sur les fragments brisés ressemblaient à des pétales dispersés lors d'un enterrement. Je suis tombé à genoux, essayant désespérément de récupérer ce que je pouvais. Mais j'ai vite compris qu'il y avait un problème. Les cendres étaient trop claires, trop fines. Elles ne ressemblaient pas à des restes de crémation. On aurait dit des cendres de cheminée. J'ai levé les yeux vers Linda, qui regardait les dégâts avec une expression étrange. Un mélange de culpabilité, de défi, et d'autres choses que je n'arrivais pas à identifier. Peut-être de la satisfaction. C'est alors qu'elle a avoué. Elle avait dispersé les vraies cendres de maman des semaines auparavant, par pure vengeance, les ayant jetées dans une benne derrière un fast-food, sachant combien cela me blesserait. L'urne qu'elle promenait depuis des semaines, qu'elle utilisait comme moyen de pression, avec laquelle elle me menaçait, n'avait contenu que des cendres de cheminée tout ce temps. Elle m'avait manipulé, me faisant danser au bout de ses ficelles pour rien. Elle a ri en me le révélant, un rire dur, amer, qui a résonné contre les murs du chalet. Mais j'avais anticipé quelque chose de ce genre. Je connaissais Linda depuis toujours, je savais comment elle fonctionnait. L'urne qu'elle avait volée sur notre cheminée était un leurre que j'avais placé là après les funérailles. Les vraies cendres de maman étaient en sécurité à la maison, dans une autre urne, une simple boîte en bois que je gardais dans le placard de notre chambre. Je n'en avais parlé à personne, pas même à Kyle, parce que j'avais le pressentiment que Linda tenterait quelque chose. Appelez ça de l'intuition, ou simplement des années d'expérience avec sa nature vindicative. Les images de nos caméras de sécurité montraient clairement Linda entrant par effraction dans notre maison et volant l'urne factice. Combiné à l'enregistrement au garde-meuble et au témoignage de Thomas sur ses mensonges, nous avions enfin assez de preuves. Thomas a appelé la police pendant que je ramassais les morceaux de céramique brisés, non pas parce qu'ils avaient de l'importance, mais parce que j'avais besoin d'occuper mes mains. Linda a tenté de fuir,
mais elle s'était foulée la cheville en tombant. Elle boitait vers les bois pendant que Thomas expliquait calmement la situation au standard de police. Les agents sont arrivés en 20 minutes. 2 officiers, un jeune qui semblait tout juste sorti de l'académie, et une femme plus âgée à qui on ne la faisait plus. Linda a essayé de leur raconter une histoire selon laquelle cette maison lui appartenait et que nous étions en train de violer sa propriété. Mais l'acte de propriété était au nom de maman, et Thomas avait apporté tous les documents de la succession. Les policiers l'ont laissé parler quelques minutes avant de nous demander les preuves. J'ai montré les vidéos sur mon téléphone. Des images très claires de Linda entrant chez moi, marchant dans le salon, prenant l'urne sur la cheminée. L'horodatage correspondait exactement au jour où j'étais rentré pour découvrir la maison sans dessus-dessous. L'agente plus âgée a levé un sourcil et a demandé à Linda si elle voulait s'expliquer. Elle a juste croisé les bras et exigé un avocat. Ils l'ont arrêtée là, sur le perron du chalet. Les chefs d'accusation, effraction, vol, fraude. Le jeune officier a dû l'aider à monter dans la voiture de patrouille à cause de sa cheville. Elle n'a cessé de hurler qu'on allait le regretter, qu'elle allait nous faire vivre un enfer. L'agente plus âgée a juste soupiré et lui a rappelé qu'elle avait le droit de garder le silence. J'aurais souhaité qu'elle le fasse. Thomas et moi avons passé le reste de la journée à cataloguer tout ce qu'il y avait dans le chalet. Nous avons retrouvé toute la vaisselle de maman, la plupart des albums photos, même les décorations de Noël que Linda essayait de vendre. Certaines choses avaient déjà disparu, sans doute vendues à des inconnus sur Facebook, mais nous avons récupéré plus que ce que j'espérais. Chaque objet retrouvé me donnait l'impression de retrouver une petite part de maman. Nous avons aussi trouvé l'ordinateur portable de Linda, ouvert sur la table de la cuisine. Elle n'avait rien déconnecté. Thomas a pris des photos de tout avant qu'on ne touche à quoi que ce soit. Sa page Facebook était encore ouverte, montrant tous les messages qu'elle avait publiés à mon sujet. Son email aussi, avec des brouillons de faux messages qu'elle prévoyait d'envoyer depuis le compte de maman. Elle avait monté toute une campagne pour détruire ma réputation. La page GoFundMe était toujours ouverte dans son navigateur. 8 300 $ récoltés auprès des amis de maman et de la communauté. Des gens qui croyaient aider, mais qui finançaient en réalité la vendetta de Linda contre moi. J'ai pris des captures d'écran de tout, surtout des passages où elle mentait sur son rôle de « soignante » de maman. Le plus accablant, c'était ses messages à Randy sur Facebook, où elle se vantait de manipuler tout le monde si facilement. Randy est arrivé au chalet alors que nous étions encore là. Il s'est arrêté en voyant les voitures de police, et a aussitôt essayé de faire marche arrière. Mais il n'y avait pas d'échappatoire sur ce chemin de terre étroit. Thomas s'est approché et lui a dit que Linda avait été arrêtée. Le visage de Randy est devenu livide. Il a marmonné qu'il ne savait rien et est parti dès que Thomas s'est écarté. Nous ne l'avons jamais revu. Dans les jours suivants, la nouvelle de l'arrestation de Linda s'est répandue. Les membres de la famille qui avaient cru à ces mensonges ont commencé à me contacter pour s'excuser. Cousine Sarah m'a appelé en pleurant, disant qu'elle se sentait horrible d'avoir douté de moi. Tante Martha a envoyé un long email décousu expliquant que Linda avait toujours été manipulatrice, comme si elle n'avait pas elle-même publié ce message blessant à mon encontre. J'ai accepté leurs excuses, mais les choses n'étaient plus comme avant. La confiance, une fois rompue, ne se répare pas en un claquement de doigts. La cagnotte GoFundMe a été supprimée après que j'ai soumis toutes les preuves de fraude. La plateforme a procédé au remboursement des donateurs. Les amis de l'église de maman ont été mortifiés en découvrant la vérité. Madame Patterson est venue chez moi avec un gratin et des excuses. Monsieur Rodriguez est passé réparer le loquet de notre portail, sa façon à lui de dire pardon. La communauté qui s'était retournée contre moi a lentement commencé à revenir. Le procès de Linda a été fixé 3 mois plus tard. Mon avocat disait qu'avec toutes nos preuves, elle allait sûrement accepter un accord. La vidéo de surveillance à elle seule était accablante. Si on ajoutait le testament falsifié, la collecte frauduleuse, et le témoignage de Thomas, elle n'avait pas vraiment de défense. Son avocat commis d'office nous a contactés au bout de 2 semaines pour discuter d'un accord. Elle a fini par plaider coupable pour des chefs d'accusation allégés, 18 mois de prison dans un centre de détention du comté, 3 ans de probation, et une ordonnance d'éloignement m'interdisant de l'approcher, moi et ma famille. Elle devait aussi nous verser des dommages, même si mon avocat m'a prévenu que je ne reverrais probablement jamais un centime. Linda n'avait jamais su gérer son argent. Le juge lui a également interdit l'accès aux réseaux sociaux pendant sa période de probation, ce qui, honnêtement, devait être pour elle la pire des sanctions. Le jour où elle est partie en prison, je suis allé au lac où nous allions enfants. J'ai emporté avec moi les vraies cendres de maman, celles que j'avais gardées précieusement dans la boîte en bois. Kyle est venu, ainsi que Thomas, et même les enfants. Nous avons dispersé une partie des cendres dans cet endroit où maman nous avait appris à nager. Le reste, nous l'avons gardé pour les disperser dans d'autres lieux qu'elle aimait, son jardin, la plage où elle était partie en lune de miel avec papa, le sentier de randonnée qu'elle parcourait tous les dimanches. Nous avons décidé de faire don du chalet à l'association pour femmes où maman faisait du bénévolat. Il avait besoin de rénovation, mais pouvait servir de logement transitoire pour des familles en reconstruction. Maman aurait adoré ça. Elle avait toujours dit que le chalet devait être rempli de rire et d'espoir.
L'association était ravie. Ils ont même installé une plaque avec le nom de maman. Mes enfants ont peu à peu retrouvé une vie normale. Les amis d'Emma ont recommencé à venir jouer chez nous une fois que leurs parents ont su la vérité. La directrice de l'école m'a appelé pour s'excuser et m'a demandé si j'accepterais de refaire du bénévolat. J'ai dit peut-être l'année prochaine. J'avais besoin de temps pour guérir. Ethan a arrêté de faire des cauchemars, même s'il vérifie encore souvent que je suis tout prêt. Kyle et moi avons aussi réparé notre relation. Nous avons recommencé à sortir en tête-à-tête, ce qu'on ne faisait plus depuis longtemps à cause du chaos. Nous avons parlé de tout ce qui s'était passé, de la façon dont le stress avait presque tout détruit. Nous avons promis d'affronter les prochaines épreuves ensemble, plutôt que de nous laisser diviser. Les heures supplémentaires se sont arrêtées, les disputes aussi, et peu à peu notre maison est redevenue paisible. Thomas et moi nous sommes rapprochés. Nous avons instauré les dîners du dimanche ensemble, comme maman l'avait toujours souhaité. Sa femme Suzanne faisait le rôti de maman, et nous racontions des anecdotes de notre enfance. Des souvenirs joyeux, drôles, ceux qui faisaient rire les enfants. Nous avons fait vivre la mémoire de maman comme elle l'aurait voulu, avec amour et rire, et non avec colère et amertume. Je vérifie encore 2 fois les serrures avant de me coucher. Les caméras tournent toujours. La confiance met du temps à revenir, même en soi-même. Mais je dors mieux en sachant que Linda ne peut plus nous faire de mal.